Bonjour, je m'appelle Denis Péchanski, je suis président du conseil scientifique du mémorial du camp de Rivesaltes et je souhaiterais aujourd'hui vous donner vous apporter quelques réflexions sur cette question absolument cruciale de la mémoire. Vous me direz, on parle du mémorial du camp de Rivesaltes, donc ça n'est pas un hasard si on aborde ce sujet, mais finalement, qu'est-ce qu'on essaye de faire à travers ce mémorial? D'abord, c'est de vous raconter une histoire, de vous expliquer ce qu'a été ce siècle de déplacement forcé de population, de, d'enfermement de personnes considérées comme indésirables, de camps d'internement. Bon, ça, c'est ce que, avec les outils de la recherche historique, avec une méthodologie scientifique, on essaye d'expliquer. Mais c'est aussi un lieu de mémoire, ce mémorial. Un lieu de mémoire parce que déjà, on y voit des témoignages et que les témoignages sont des constructions individuelles, un rapport entre l'individu et l'histoire qu'il a vécue et qu'il va raconter en fonction de la façon dont il l'interprète, euh, bien sûr. Et donc, déjà, vous avez une singularité de l'approche mémorielle à travers ces témoignages, mais aussi parce que euh, le mémorial participe d'une certaine façon de la construction de la mémoire collective nationale, voire au-delà, évidemment, pour les visiteurs qui viennent du monde entier. Donc, on est une contribution, d'une certaine façon, à la construction de mémoire collective. Alors, essayons de réfléchir à ces quelques outils, ces quelques termes-là qui nous servent de balises, hein, pour essayer de comprendre ces phénomènes. D'abord, la notion de mémoire collective. La mémoire collective, on va reprendre une définition qui est largement inspirée de Maurice Abbaks, qui est celui qui a pensé le premier la mémoire collective dans les années 20. Et donc, on, je m'en suis inspiré, moi comme d'autres bien entendu, pour dire que cette mémoire collective est une représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire d'un groupe. Alors on peut reprendre tous les éléments. D'abord, quand je dis la construction identitaire d'un groupe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être une société, la société française dans son ensemble, c'est souvent ce qu'on fait quand on travaille sur la mémoire collective, ou bien un segment de cette société, une partie de cette société, ou bien au-delà, quand le phénomène est un phénomène européen ou mondial, on peut aussi le prendre à cette dimension, dans cette dimension si éventuellement se construit une mémoire partagée. Donc, représentation sélective du passé, dedans il y a d'abord représentation du passé, ce n'est pas une analyse de ce passé avec les outils scientifiques de la démarche historienne, c'est une représentation et non une analyse de ce passé-là. Elle est sélective, ça veut dire qu'on va retenir certains éléments et pas d'autres. Mais ça vaut pour la mémoire individuelle comme pour la mémoire collective. Vous savez, vous vivez, nous vivons plein de choses dans la journée, bon, et puis eh bien, la nuit, ça sert un peu de lessiveuse, si vous voulez. Le lendemain matin, on va faire le tri, on a opéré le tri qui s'est fait dans la nuit, c'est-à-dire que dans votre cerveau va s'inscrire une partie et une toute petite partie de tout ce que vous avez vécu dans le détail tout au long de la journée précédente. Je dirais que c'est un peu une métaphore, mais ça vaut voir une métonymie. C'est la même chose pour une société dans sa globalité, pour la mémoire collective. C'est-à-dire qu'on va retenir certaines choses et pas d'autres. Alors, au nom de quoi se fait cette sélection? J'ai dit qu'il participe à la construction identitaire du groupe. C'est-à-dire qu'il faut que cet événement-là ait une utilité sociale. Il est une sorte une importance singulière dans la construction de la société, qu'il ait un sens. C'est ce que j'appelle réunir
deuxième concept que je vous propose, ou outil conceptuel, les conditions de la mise en récit mémoriel. Il y a des événements extrêmement importants pour l'historien et qui ne vont pas s'inscrire dans la mémoire collective. Je vais vous en prendre qu'un seul, celui des bombardements alliés en Normandie à l'été 1944. Il y a eu bien plus de morts et de blessés, de destruction, des villes entières ont été détruites suite à ces bombardements qui sont déroulés pendant quelques mois. Et bien plus de morts que pendant toute l'occupation allemande. Et pourtant, ces événements qui ont touché individuellement toutes les familles normandes, ces événements, même si c'est en train de bouger depuis 2-3 ans, ne se sont pas inscrits dans la mémoire collective des Français. Et ça veut dire double peine pour les Normands, parce que ils s'en parlent tous, hein, entre eux, dans les familles. C'était extrêmement douloureux, cet événement-là. Et c'est doublé par le sentiment que cette souffrance n'est pas reconnue, relayée, en quelque sorte, reconnue par l'ensemble des Français, relayée dans la mémoire collective. Les conditions de la mise en récit mémoriel n'étaient pas réunies. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que qu'est-ce que vous faites avec des bombes qui sont larguées par les copains qui viennent vous libérer? Strictement, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucune utilité sociale. On ne peut rien en faire. Donc il va falloir reconstruire un récit, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se faire, pour trouver sa place dans la mémoire collective des Français. En attendant, ça ne marche pas. Eh bien, la question pourra se poser pour tous les événements, Deuxième Guerre mondiale ou pas Deuxième Guerre mondiale. Et on s'aperçoit en plus, et vous l'avez compris dans cette référence que je vous ai faite au bombardement, que ça peut bouger. C'est-à-dire que cette mémoire collective n'est pas gelée dans le temps. Elle ne se fige pas au lendemain de l'événement pour durer ad vitam aeternam avec toujours la même configuration. Non. Elle va évolue avec le temps, elle s'inscrit dans l'histoire, la mémoire est dans l'histoire, et on va avoir successivement plusieurs régimes mémoriels. Autre outil d'analyse que je vous propose, un régime mémoriel, c'est très simple, hein, c'est une configuration mémorielle dominante, par exemple, si on prend l'échelle de la société française, dans la société française, et qui renvoie à un événement référence donné par exemple, la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, est structurée autour de telle ou telle figure de référence. Alors ça veut dire que, par exemple, dans la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale, au sortir de la guerre, toutes les figures étaient présentes. Voilà. On dit souvent, oui, on a complètement oublié telle ou telle catégorie. Ce n'est pas vrai. Au sortir de la guerre, elles étaient toutes présentes. Alors évidemment, la mémoire résistante était beaucoup plus haut que les autres. Bon. Mais il y avait aussi la mémoire de la victime juive, il y avait aussi les prisonniers de guerre, enfin bon, il y avait toute cette constellation qui a fait l'événement, qui a fait l'histoire. Simplement, après, on a d'autres périodes où ça sera beaucoup plus simplifié en quelque sorte. Sous De Gaulle, entre 58 et 68, la figure structurante de la mémoire collective, c'est la figure du résistant. Voilà. Pourquoi? On parle de sens, d'utilité sociale, c'est absolument central dans le discours gaullien de s'appuyer sur cette série de commémorations renvoyant à la figure du résistant, tout simplement parce que la légitimité du général de Gaulle était dans son appel à la résistance du 18 juin 1940. Voilà. Bon. Ensuite, vous avez d'autres périodes, par exemple dans les années 70, à l'inverse, c'est une sorte de légende noire qui s'impose, hein, avec une France veule largement collaboratrice et où la figure de Vichy, donc il n'y a pas besoin d'être toujours une figure positive, hein, ça peut être une figure négative,
structurant de la mémoire collective, la figure de Vichy va occuper de plus en plus de place. En revanche, il faudra attendre, parce que souvent on l'anticipe, mais c'est faux, il faut attendre le milieu des années 80, pas avant, pour que s'impose un nouveau régime, un nouveau régime mémoriel structuré autour de la figure de la victime. Ça, c'est très important parce que ça touche la Deuxième Guerre mondiale, mais ça va toucher d'autres événements historiques. La Deuxième Guerre mondiale, on pense bien sûr à la centralité de la figure de la victime juive, qui est au cœur du récit collectif depuis le milieu des années 80, associé évidemment à la déportation systématique des Juifs de France, avec quelques 76 000 Juifs qui vont être déportés de France et moins de 5% qui vont venir des centres de mise à mort. Donc, cette figure-là va être au cœur de la mémoire française de la Deuxième Guerre mondiale, depuis le milieu des années 80. Ça va bouger à la fin des années 2000. Bon, on pourra y revenir à un autre moment, mais je m'arrête là parce que ça touche aussi d'autres événements, comme quoi cette centralité de la victime n'est pas liée uniquement à la référence à la Deuxième Guerre mondiale. Pensez aux attentats terroristes qui ont touché la France en particulier en 2015. Quelle est la figure centrale de cette mémoire du 13 novembre? C'est la figure de la victime. D'ailleurs, il y a deux associations de victimes qui se sont créées dans la suite des attentats du 13 novembre 2015. Donc, cette figure-là est une figure structurante de la mémoire de ces attentats terroristes, comme la figure de la victime est une figure structurante dans les années 80, 90, enfin milieu des années 80 et les années 90 ou 2000, de la victime juive comme figure structurante de la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous montrer que la mémoire évolue avec l'histoire et qu'on peut utiliser les mêmes outils pour se dire, mais regardez, nous vivons un événement absolument extraordinaire, qui est ce Covid-19, c'est-à-dire ce virus qui s'est répandu d'abord en Chine, puis dans le reste du monde, c'est devenu une pandémie, et qui a eu évidemment un impact particulier sur la France. Alors, événement exceptionnel, parce que c'est bien sûr, il y a une forte mortalité, mais un peu moins que la grippe de Hong Kong, dont on ne se souvient pas, moins que la grippe de 57, qui n'est absolument pas restée dans la mémoire collective. Voilà. Et évidemment beaucoup moins que la fameuse grippe espagnole au lendemain de la Première Guerre mondiale, et qu'on a redécouverte dans le contexte du Covid-19. Donc c'est pas simplement par le nombre de morts que c'est singulier, c'est d'abord parce que c'est une crise, je dirais, multi-échelle, hein, depuis l'individu jusqu'au monde, en passant par la famille, la ville ou le village, le pays, l'Europe, le monde. Voilà. Donc cette dimension-là est quand même très singulière. On peut aussi parler d'une crise multidimensionnelle, hein. C'est à la fois une crise économique et financière, une crise sociale, il y a sûrement une dimension psychique et une dimension de crise des mentalités. Bon. Et puis vous avez cette singularité qui va faire sans doute que ça va s'inscrire dans la mémoire collective encore plus clairement. C'est le confinement. Et donc, tout ça me fait que je suis convaincu que se construit dans le contemporain même de l'événement, est en train de se construire la mémoire de cet événement, et que ça va s'inscrire dans la mémoire collective. Alors, puisque on parlait des figures structurantes,
quelles seront les figures structurantes de cette mémoire collective du Covid-19? Il est clair que, bien sûr, on se souviendra des victimes, mais qu'elles ne seront pas figures structurantes. La figure structurante de la mémoire du Covid-19 sera, à mon sens, représentée par le héros soignant. Alors avec toutes ses formes, hein, aussi bien l'infirmier, l'infirmière, que le grand patron médecin, que l'aide-soignant. Donc là, on a des populations qui vont structurer cette mémoire collective, qui ne sera pas donc une mémoire de la victime, mais une mémoire structurée sur la figure du héros. Et qui en plus sera relayée par une autre figure, et étayée en quelque sorte par une autre figure, qui est celle de la société solidaire. Mon problème n'est pas de l'analyser, hein, d'analyser sa réalité. A-t-elle été vraiment solidaire ou pas? C'est pas mon propos. Ce qui est sûr, c'est que il y a eu d'abord à titre individuel le confinement, l'effort, le geste barrière, comme on dit. Bon, donc c'est une façon de participer à l'effort sanitaire national, qu'il soit imposé ou qu'on se soit imposé à soi-même, bien sûr. Mais au-delà de ça, vous avez tout ce qui a été geste de solidarité. Je pense à bon, c'est voilà, quelque chose qui a été structuré souvent par les mairies, de fabrication de masques, de fabrication de visières de protection, enfin toute une série d'éléments qui ont participé de la réaction au virus. Ou bien les coups de fil qu'on donnait aux personnes âgées qui étaient doublement fragilisées. D'abord parce que, on le sait, ce virus cible tout particulièrement les personnes âgées, mais aussi parce que souvent elles étaient, du fait du confinement, condamnées à la solitude. Et il fallait absolument retisser un lien social pour leur permettre de passer cette échéance. Et donc, voilà, entre la société et la société civile, hein, les initiatives de la société civile, quelque chose s'est tissé comme en soubassement de l'action des héros soignants. Encore une fois, là, je vous parle de... Mon problème, c'est pas de vous dire et de vous analyser la situation concrète telle que l'historien va pouvoir, ou le sociologue va pouvoir l'analyser. Ce que je vous dis, c'est, j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a des fondements à cette mémoire collective en train de se construire. Voilà. Donc, c'est un peu un pari, hein, peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Je pense qu'on va vers cette mémoire collective dont vous voyez déjà qu'elle sera comme en rupture avec ce qu'on a connu dans les années 80-90. Ça ne sera plus la victime qui sera au cœur de la mémoire collective, quel que soit l'événement, ça sera le héros. Et singulièrement le héros soignant, et plus encore le héros soignant qui aura donné sa vie pour les autres. Voilà. Donc, bon, je vous ai proposé ces quelques éléments de réflexion. Bien entendu, j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas, qu'on puisse continuer sous forme d'échange cette réflexion sur la mémoire collective, et puis aller sur le site et les différents relais en réseaux sociaux pour qu'on avance ensemble. Merci.